Une vie de curiosité, d'expérimentation et de recherche, et donc une quantité d'informations et de créations faramineuses qui lui valent cette réputation de génie universel. Il s'agit du surdoué de la Renaissance, Léonard de Vinci, né en 1452 et mort en 1519. D'abord au service des très riches familles de Florence, des Médicis, des Sforza, puis du pape Léon X, il est ensuite invité par François Ier en 1516 à Amboise et va faire un ultime voyage à travers les Alpes. Vinci, c'est une activité universelle d'une ampleur exceptionnelle. Il est recommandé dans tous les domaines: sciences, beaux-arts, anatomie, technologie, botanique, et comme ingénieur, architecte, philosophe, poète. Et pourtant, il est autodidacte et trouve son savoir dans la curiosité, l'observation, l'expérimentation, avec une très grande efficacité et une imagination extrême. On connaît un tiers de sa production, qu'on estime à 120 carnets. 13 000 pages autographes sont répertoriées sur feuillets et carnets. La somme de notes, dessins et croquis en tout genre est considérable. Bill Gates a acquis un manuscrit autographe du maître en 1994 à 30,8 millions de dollars. Mais une des choses qui me fascine le plus dans le parcours de Léonard de Vinci, et qu'on ne réalise pas vraiment, c'est qu'à 64 ans, il entreprend son ultime voyage. Il faut imaginer, déjà âgé, 3 ans avant sa mort, au XVIe siècle, ce vieil homme traversant les Alpes à dos de mulet, il y a un peu plus de 500 ans, en 41 étapes, d'août à octobre, de Rome à Amboise. Sur les feuillets d'un carnet attaché à sa ceinture, il ne cesse d'esquisser, de croquer, de dessiner les sentiers escarpés, les roches, les plantes, les fleurs et les paysages grandioses des Alpes. Au Semnoz, l'un des plus beaux points de vue qui donne sur le massif du Mont Blanc, il élabore la théorie du bleuissement des lointains. C'est la perspective aérienne, très efficace pour donner de la profondeur. 500 ans après Léonard de Vinci, l'écrivain Gonzague Saint-Brice a refait une partie du voyage et une analyse plutôt amusante. Vinci arrive à Amboise, sur les bords de Loire, en octobre, à l'automne, et il est attendu par le roi François Ier, qui a 20 ans et qui mesure 1,98 m. Je le précise parce que j'ai toujours été impressionné par la carrure du roi, donc je me suis renseigné. Et le roi va lui offrir 700 écus d'or, plus le manoir du Clou, devenu le Clos Lucé. Le roi lui aurait dit « Ici tu seras libre de rêver, de penser et de travailler ». Et il le nomme premier peintre du roi, ingénieur et architecte. En contrepartie, le souverain savoure presque tous les jours le plaisir inouï de converser avec cet homme génial pendant 3 ans. Et Léonard de Vinci a eu l'audace de traverser les Alpes avec 3 de ses plus beaux chefs-d'œuvre, dont le Saint Jean-Baptiste peint sur une planche de noyer en 1513. Saint Jean-Baptiste pointe le doigt vers le ciel, le monde des idées et des dieux, vers l'infini et l'éternel point d'interrogation de l'énigme de la création. Quant à la Sainte-Anne, je me demande encore comment a-t-il bien pu la transporter, car elle est encore plus grande, même si le tout était solidement fixé à l'aide de sacoches en cuir. Et s'il a pris le risque de les emmener avec lui, c'est qu'il y tenait particulièrement. Un spécialiste estime qu'il a dû passer environ 3000 heures de travail juste sur le visage de la Sainte-Anne. Elle est la sainte protectrice de Florence et évoque la terre sur laquelle Dieu fait homme est descendu pour sauver l'humanité. Cette œuvre a été restaurée en 2010 pour environ 200 000 €, opération qui consiste à la dévernir, à purifier l'œuvre. Pourquoi Vinci a-t-il emmené la Joconde avec lui ? Il y a une hypothèse très sérieuse qui laisse à penser que la Joconde serait sous cette peinture et que celle-ci serait en fait le portrait d'une mère idéale commandée par Julien de Médicis pour son fils illégitime Hippolito. Mère que Vinci a lui aussi perdue très jeune. Entre-temps, Julien de Médicis meurt
et Vinci garde ce portrait auquel il a beaucoup travaillé et il est très attaché. Et le roi François Ier va finir par lui acheter cette œuvre très chère. Elle a été réalisée de 1503 à 1506 sur peuplier et mesure 77 cm par 53. En fait, elle est devenue très connue après son vol en 1911. Avant, elle était surtout appréciée par quelques spécialistes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle est devenue le symbole artistique planétaire qu'on connaît. Des raisons techniques, c'est l'une des toutes premières peintures à l'huile qui contient plusieurs trouvailles exceptionnelles, qui donnent vie au personnage et d'où se dégage une part de mystère. Sa grâce, une élégance qui correspond bien à l'idéal de la Renaissance, son sourire énigmatique et son regard que Vinci considérait comme la fenêtre de l'âme. Ses mains croisées, synonyme de vertu, et le paysage minéral qui évoquerait le chaos de la création originelle. Cette œuvre est d'autant plus géniale qu'elle est intemporelle. Ce portrait est devenu celui d'une personne idéale, universelle, expression vivante d'un corps souriant, respirant et psychologique, envoûtant, qui correspond à un questionnement intérieur. L'homme de la Renaissance découvre la grandeur du monde qu'il étudie, mais son esprit rationnel bute sur les mystères de notre origine et de notre destinée. Toujours d'actualité. Malraux dira qu'elle exprime un accent d'intelligence inégalé. L'atelier de Vinci était un lieu de production d'un savoir universel dont le dessin et la peinture étaient à la fois le symbole et le résumé. Il est l'un des premiers à avoir pensé travailler au nord, pour ne pas être perturbé par les rayons du soleil. Après avoir été au service de François Ier, de 1516 à 1519, il mourra au grand désespoir du roi, à Amboise, il y a tout juste 500 ans cette année.